Hello Maëva, je suis ravie de t'avoir sur le podcast Les Sentiers du Possible. Comment vas-tu? Salut Alexandra, très bien, merci. Et toi? Yes, très bien. Comme on échangeait un peu ensemble, on est entre maladies toutes les deux. On va essayer de rester vivants jusqu'au bout. Je suis ravie de t'avoir du coup sur le podcast. Maëva Guichaoua, si je ne dis pas de bêtises sur ton nom et que je n'ai pas écorché. Pour ceux qui ne te connaissent pas, en deux, trois phrases, qui es-tu, que fais-tu? Non, tu n'as pas écorché mon nom, tout va bien. Je suis professeure de yoga et créatrice d'aventures 100% féminines en pleine nature. Donc pendant 5 ans maintenant, j'ai organisé des séjours combinant activités outdoor et séances de yoga, méditation, vraiment dehors, par tous les temps, par toutes saisons. Euh, voilà. Trop bien. Un truc qui m'est venu, c'est qu'en général, le yoga, on associe beaucoup ça au cocooning, peut-être plus le truc d'intérieur. Euh, Comment t'es venue l'idée de mêler justement ce côté aventure et yoga? Et est-ce qu'il y a un public, du coup, qui aime bien le mix des deux? Alors oui, heureusement qu'il y a un public. Comment ça m'est venu? En fait, tout simplement, c'est moi. Moi, avant d'aller vers le yoga, avant de devenir professeur de yoga, j'ai toujours été plutôt sportive et tournée vers les activités outdoor. Je suis une grande passionnée de montagne depuis toujours. J'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont amenée en montagne. Je marchais même pas encore. Donc aussi bien l'été que l'hiver, mais d'ailleurs un peu plus l'été. Et voilà, moi j'ai toujours été en quête d'aventure. J'adore les grands espaces. C'est des lieux où mon système nerveux se régénère et ralentit. Et avant de savoir ça, je sentais juste que j'étais bien là-bas. Et donc, c'était évident pour moi de combiner en fait les deux, puisque en devenant ensuite professeur de yoga, en me tournant vers le yoga, j'ai découvert plein d'autres facettes de ma personnalité et plein d'autres choses qui me permettaient d'équilibrer ce côté yang, en fait, ce côté très énergétique, très dynamique. Et pour moi, les deux sont pas du tout opposés. Et au contraire, ils doivent aller ensemble pour équilibrer tout ça. Et comment t'es tombée du coup dans la marmite du yoga, si t'étais plutôt profil aventureuse, montagne et tout ça? À quel moment tu t'es dit, bon, on va se poser un petit peu, faire un peu de yoga? Alors, ma première séance de yoga, très cliché, c'était en Inde, j'avais 21 ans. J'allais pas du tout en Inde pour ça. Je faisais un stage de mon Master 1 dans le marketing, enfin vraiment rien à voir. Et puis bah, j'étais en Inde, j'ai rencontré des gens, ils m'ont dit ah, on va faire une séance de yoga. Je dis ok, on y va. J'ai détesté, mais alors, vraiment j'ai détesté. Et d'ailleurs j'ai des photos de cette séance qui avait été prise par le prof, qui est un homme, où on voit, maintenant je le vois, je suis tellement raide, c'est-à-dire dans le Shavasana, je suis crispée comme pas possible. Il y avait un gros manque de lâcher prise. Donc voilà, donc il m'a fallu après quelques années pour y revenir. Et puis c'était par petites gouttes en fait. Je pense deux, trois fois par an, j'allais à des séances ou sur des événements. Je me souviens d'un événement Roxy à Osgore, au lac d'Osgore, où il y avait un combo entre course à pied autour du lac, du paddle et séance de yoga. Et en fait, petit à petit, c'est venu. Et je pourrais pas dire qu'elle a été vraiment le déclic, mais il y a juste eu un moment où j'ai senti que ça prenait de plus en plus de place dans ma vie. Même si je dois avouer qu'au début, je suis rentrée par le yoga, par la porte, comme beaucoup de gens, des vinyasa, ultra dynamiques. Il fallait que je transpire, il fallait que je sente qu'à la fin de la séance, j'avais fait du sport. Il a fallu un peu de temps pour que je me rende compte que le yoga, c'était pas que ça. Et maintenant, j'adore la méditation, j'adore le yin yoga. Je suis une grande fan du yin yoga, donc l'opposé du vinyasa. Donc voilà, je pourrais pas me dire exactement quel a été le déclic, mais je pense que c'est vraiment venu petit à petit. Et puis, tout simplement aussi des épreuves de vie. Il y a eu un moment où j'ai été blessée et je pouvais plus être dans des pratiques ultra dynamiques. Donc voilà, c'est venu se construire dans ma vie. Trop bien. Merci pour le parcours. Et du coup, à quel moment tu décides d'en faire ton métier? Parce que si j'ai bien compris, tu étais en master, donc tu as dû Mmh. partir peut-être dans la voie traditionnelle métro boulot dodo. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu quittes tout et quel a été, bah, s'il y a eu un déclic, un déclic? Ouais. Oui, j'ai suivi la voie, enfin j'ai tenté de suivre la voie classique. J'ai été salariée combien d'années? Je sais plus, hein, 6-8 ans, avec entre-temps un voyage de 2 ans à l'étranger.
Donc déjà, ça commençait déjà par ce truc de je ne veux pas être salariée, mais en revenant de ce voyage, bah, j'y suis retournée parce que j'avais plus de sous, il fallait que j'ai un chez moi. Pour avoir un chez moi en France, bah, il faut avoir les feuilles les fiches de paye, etc. Enfin bref. Et j'ai toujours su que je voulais être à mon compte, que je voulais monter mon business, mon entreprise, mais je savais pas de quoi. Et j'ai d'abord quitté le salariat. En fait, le salariat me détruisait, mais vraiment. Et j'ai d'abord acté ça en disant, ok, en fait, tu sais toujours pas vers où tu vas aller, mais là, il faut vraiment que tu arrêtes. Et de toute façon, tu n'arriveras pas à être toi-même tant que tu continues à t'entêter là-dedans. Et ensuite, j'ai d'abord monté mon entreprise d'organisation de séjour. C'était d'abord ça qui m'animait vraiment. Et en Deux parallèle, secondes, par rapport ouais, à ce moment où tu quittes le salariat, tu le quittes du coup avec rupture conventionnelle ou non, sans rien du tout? je le... Ah oui, alors je le quitte sans rien du tout. Je le quitte sans rien du tout parce que, en fait, à ce moment-là, je vivais à Paris. J'essaie de me rappeler. Tiens. Euh, je vivais à Paris et j'ai tout quitté. Et je me suis dit, ok, je vais revenir sur Bordeaux, qui est ma région natale. Et je vais juste prendre un CDD de remplacement de congé mat de 6 mois pour faire une transition. Il y a toujours un peu cette peur de se lancer complètement dans le vide. Donc il y avait ce truc où je me disais, bon, bah, très bien, je vais avoir ce 6 mois. Et pendant ces 6 mois de CDD, je vais pas trop m'investir, entre guillemets. Et ça va me permettre de faire ma transition. Sauf que le Covid est tombé entre-temps et qui m'ont appelé la veille de mon début de CDD en me disant, bah, on peut pas te prendre puisque là, il y a le Covid, etc., que toutes les équipes sont au chômage technique. Et grosse erreur de ma part, je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai fait cette erreur, je n'avais pas signé de promesse d'embauche, donc j'ai rien eu. Donc je me suis faite vraiment bah, entubée quoi. Enfin bon, entubée, oui et non, mais c'est comme ça. Donc ouais, je me suis retrouvée sans rien, Covid, à la campagne en région bordelaise chez mon papa. Ouf! Et voilà, et en fait ça a été les meilleurs mois de ma vie parce que pour la première fois de ma vie, je n'ai pas culpabilisé de ne rien faire entre guillemets, en tout cas de prendre du temps pour moi. Ça a vraiment été ça. J'ai pris du temps pour moi, je me suis formée. En plus, dans cette période Covid, il y a eu énormément, enfin, il y a eu accès à beaucoup de choses de manière gratuite. C'était assez fou quand même ce qui a été fait à cette période-là. Et alors moi, je me suis mais nourrie, nourrie, nourrie. C'était incroyable. Et ça a été un booster pour moi cette période. Et tu t'es nourrie de quoi du coup? C'était déjà du yoga, c'était de l'entrepreneuriat, c'était quoi? Je faisais déjà beaucoup de yoga à titre personnel, donc le yoga, c'était déjà ancré dans ma routine à ce moment-là de ma vie, donc j'ai juste continué à pratiquer le yoga, je continue à pratiquer d'autres sports, mais c'était surtout orienté vers les femmes et notamment la maternité. Tout ce qui touchait au corps de la femme, aux transitions avec bah, la préconception d'avoir un enfant, pendant la grossesse, puis le après, ça me passionnait et ça me passionne toujours d'ailleurs. Et à la suite de ça, je me suis formée en tant qu'accompagnante périnatale, donc le métier qu'on appelle doula. Alors, j'en ai pas fait mon métier, j'exerce pas en tant que doula, mais ça me sert ben, au quotidien puisque je pratique avec un public de femmes. Donc, étant donné que je n'ai pas d'enfants, ça me permet aussi bah, de capter plein de choses et de comprendre et d'avoir des sujets de conversation. Et voilà, c'était passionnant. Cette période, elle était. Puis en naturopathie, j'ai fait plein de choses. On va dire dans tout ce qui est holistique de manière générale, le bien-être voilà, large. Et elle vient d'où cette passion pour le périnatal et la grossesse et tout ça? Parce que je sais pas quel âge tu avais à l'époque, mais du coup, tu n'avais pas forcément de projet d'avoir d'enfant. Enfin, d'où est venue la passion? Bah, à ce moment-là, j'avais 30 ans et si, j'avais Ah, le t'avais projet. 30 ans. Euh, moi, j'ai toujours voulu être maman. Alors, je ne suis pas, je vais avoir 35 ans, je ne suis pas encore maman, je me le souhaite, mais bon, c'est pas. Voilà, c'est la vie aussi qui fait son chemin. Et depuis, c'est rigolo, mais depuis que je suis ado, je dis que je souhaite être maman et que je veux accoucher de manière naturelle et je veux accoucher dans l'eau. Je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être que j'ai vu quelque chose ou lu quelque chose. Franchement, je ne sais pas. On m'a déjà posé plein de fois la question et j'ai pas la réponse. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est hyper ancré en moi. Et ça me fascine. Je trouve le corps humain incroyable. Mais ça rejoint aussi l'aventure et le dépassement de soi qui fait vraiment partie de ma vie. Le corps, il est incroyable sur plein d'aspects. Et la grossesse et l'accouchement, chez les femmes, c'est quand même. Je sais pas s'il y a quelque chose de plus beau, quoi. C'est fou, en fait, ce qui se Ouais, passe. clairement. Euh, donc voilà. Ok. Et du coup, on est au confinement, enfin confinement, bref, tu t'es formé à plein de choses.
ça commence à l'idée du coup de faire des séjours émerge quand on est déconfiné ou ça émerge quand on est encore confiné? Ça émerge quand on est encore confiné, parce qu'il y a eu quand même plusieurs phases de confinement. Ouais. Et entre-temps, je suis partie vivre dans les Pyrénées, qui était un rêve que j'avais depuis longtemps. Et c'est vraiment là-bas où je me suis retrouvée, ben, entre guillemets, toute seule, parce que dans les Pyrénées, maintenant ça a un peu changé, mais il y a 5 ans, c'est quand même encore un peu fermé, un peu cloisonné. Et puis, bah, il y avait encore ces confinements, il y avait ces limitations là des 100 kilomètres. Mmh. Je crois qu'on était restreint à 6 adultes. Enfin voilà, il y avait plein de choses. Et je me suis inscrite, je me suis dit, bon, allez, Maëva, là, ça fait déjà quelques mois que t'as pas de travail, que tu dis que tu veux te lancer. Il y a un moment, il faut sortir les doigts des, des fesses. Et je me suis inscrite à un pitch dating, entre guillemets, en ligne avec des incubateurs. Et à 24 heures, je me suis inscrite 24 heures avant le début de ce truc, j'avais rien. Et là, j'ai dit, waouh, ma cocotte, t'as 24 heures pour prendre quelque chose. Tu vas pitcher devant des gens, mais tu vas pitcher de quoi? Et là, je me suis dit, il faut arrêter de procrastiner, il faut arrêter de ne pas croire en ses rêves. Et je me suis posée pendant 24 heures, j'ai coupé mon téléphone, tout. Et j'ai pris un papier, un stylo, vraiment à la vieille méthode. Mmh. Et en fait, j'ai écrit tout ce que j'avais en tête. Et ça a coulé de source, quoi. Et en fait, les séjours, ils étaient là. Et en fait, j'ai créé les séjours qui, moi, me faisaient rêver, très simplement. Euh, et 24 heures après, je pitchais devant des gens, des professionnels. J'étais vraiment pas sereine. Et finalement, ça se passe toujours bien parce qu'en fait, ces gens, ils sont pas là pour nous démonter, ils sont là pour nous donner des conseils, nous orienter. Et ça a été le déclenchement, ouais. Ah, trop bien. Et donc, comment ça se passe les débuts? Comment tu fais pour trouver les premiers clients, pour mettre ça dans la matière? Les premiers clients, ça a été, les planètes se sont alignées. En fait, j'avais pas de réseaux sociaux à ce moment-là, j'avais pas de site internet. J'ai créé le premier séjour, je l'ai vraiment créé. Je suis allée chercher les partenaires pendant des mois. Le fait d'être dans les Pyrénées aussi, ça me permettait de pouvoir rencontrer plein de gens. Donc j'ai rencontré plein d'accompagnatrices montagne, des profs de yoga, puisqu'à ce moment-là, j'étais pas encore formée en tant que prof de yoga. L'idée était là, mais c'était pas encore acté. Euh, j'ai visité plein de gîtes, voilà. Et j'ai créé le séjour qui me faisait rêver. Et j'ai fait des posts, enfin des jolis visuels. Et je les partageais sur mon Facebook perso en disant nouvelle aventure pro, je me lance, nanana. Et il y avait le programme, jour 1, jour 2, les dates. Et j'ai une amie que je remercie qui est hyper chère à mon cœur. On n'était pas encore amis d'ailleurs, on était juste des connaissances, qui a partagé ce post dans un groupe Facebook qui s'appelait, je crois qu'il n'existe plus, qui s'appelait les Écolo Girls de Bordeaux. Et Macron, je crois quelques jours avant, venait de faire la déclaration comme quoi la limite des 6 adultes était levée. On avait encore la restriction des 100 kilomètres, mais on n'était plus obligé d'être 6 adultes ensemble. Et alors là, ça a été bah, le bon moment en fait, mais c'était pas du tout calculé. J'ai été envahie de messages sur mon Facebook personnel du coup, hein, c'était complètement fou, hein. Et des femmes qui, de partout, m'ont écrit, enfin surtout du coup du sud-ouest m'ont écrit, etc. Et en 2 jours, mon séjour il était complet. Ouais, c'est Donc combien de personnes du c'était... coup? Alors moi je limitais toujours à 8. On était Ouais. sur des petits formats. Et c'était que des gens que je connaissais pas. Et c'était complètement inattendu pour moi. Et là je me suis dit, waouh, ok, ben c'est réel en fait. Genre, c'est là. Et le premier séjour a eu lieu en juin 2021, tout début juin 2021. Et c'est rigolo parce qu'à la fin du séjour, j'ai dit aux filles, aux participantes, j'ai dit, je ne sais pas si on a des vies antérieures, mais si c'est le cas, j'ai déjà fait ça dans ma vie. Genre, pour la première fois de ma vie, je me sentais totalement à ma place, sans avoir besoin de lutter, sans avoir besoin de faire semblant, de devoir s'auto-ajuster tout le temps. Genre, c'était d'une évidence et d'une fluidité incroyable. Et donc, je me suis dit, ben, ouais, fais-toi confiance et continue dans cette voie, en fait. Trop bien. Et du Mm. coup, la suite, ça, désolée, je suis un peu en suspense, moi. Les 8 premières, hop, un post dans un groupe Facebook, ça a marché. Là, tu dis, OK, je vais refaire des séjours. Je Et me dis, comment tu revas dans le même groupe Facebook, toi, comment tu fais? la suite est beaucoup moins sympa parce qu'en fait, entre-temps, les groupes Facebook, ils en ont eu marre d'avoir des pubs, d'avoir des,
des choses comme ça. Donc ils ont un peu banni, et c'est normal, tout ce qui était commercial. Ouais. Moi, j'ai passé l'été à créer un site internet, créer des réseaux sociaux, me dire, bon, bah, là maintenant, c'est que c'est réel, tu vas pas pouvoir compter. Enfin, voilà, là, tu as eu entre guillemets un coup de chance en fait. Les planètes se sont alignées pour te donner un coup de boost, pour te dire, crois en toi. Mais maintenant, il faut se professionnaliser et c'est pas un hobby en fait, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Donc, crée quelque chose à cette image-là. Donc, j'ai passé l'été à faire ça et à préparer les prochains séjours. J'ai eu 2 séjours à ce moment-là, ça remonte à 2021, en septembre, non 3, 2 en septembre et un en octobre. C'était le même format mais dans des lieux différents. Toujours cette idée, à ce moment-là, c'était rando et yoga dans les Pyrénées. Et ensuite, j'ai préparé l'hiver, sachant qu'en fait, il faut toujours avoir un coup d'avance, il faut presque... Au début, moins parce que j'étais un peu seule sur ce marché au début. Les retraites de yoga, ça n'avait pas encore trop émergé, ça existait, mais c'était moindre. Maintenant, il faut s'y prendre plus d'1 an à l'avance pour réserver les lieux, pour... c'est la folie. Donc voilà, donc après j'ai commencé à me dire, ok, ben, t'as envie de faire ça toute l'année, donc qu'est-ce que tu peux faire l'hiver ou voilà. Et ça a été vraiment un travail sur les réseaux sociaux, le bouche à oreille. Le bouche à oreille a fait beaucoup, beaucoup de... Ben, son effet, quoi. Et c'est un business model qui est pas facile pour moi, enfin de ma perception, parce que tu as des frais, tu as des charges, enfin, tu vois, tu le lieu à payer, tu as les intervenants et tout ça. Heu, Dans les débuts, comment tu as fait pour t'y retrouver? Parce que je suppose que tu avais pas assez de clients pour faire, une retraite, tous les mois ou toutes les semaines. Comment tu faisais financièrement pour gérer ça? Ouais, c'est une bonne question. Clairement, moi j'ai tapé dans mes économies, Ouais, vraiment. Et, et après, j'ai eu le RSA. ouais, OK. Alors, ça permet pas de vivre, hein, mais ça permet en tout cas de, Mmh. voilà, bah, d'avoir quand même une rentrée un petit peu. Mais j'étais complètement OK avec ça parce que moi, j'ai un papa entrepreneur, enfin, j'ai un papa qui a monté son entreprise quand j'avais 18 ans. Donc, en fait, j'ai vu aussi ce que c'était de monter son entreprise, d'y passer beaucoup de temps, de faire aussi bah, des sacrifices financiers. Enfin, voilà, ça c'est clair que pendant... bah, au début, ouais, j'ai mis beaucoup de choses entre parenthèses de ma vie perso, quoi. Ce Mmh. que je ne conseille pas, parce que je pense que c'est important de rester soi et d'aller trouver des sources de plaisir autres que dans son business. Mais bah, c'est pas toujours facile parce que tout, enfin, il faut tout payer de nos jours. Donc voilà. Et ensuite, j'ai décidé, je suis restée 1 an dans les Pyrénées, dans mon appart dans les Pyrénées. Et après, j'ai fait le choix de revenir vivre chez mon père Ouais, pour faire pour ça, en fait. mmh. Entre Ouais. autres. Il n'y avait pas que ça, il y avait aussi l'exclusion. Enfin, socialement, c'était un peu difficile pour moi. La solitude, elle est assez présente et je suis quelqu'un qui a besoin de voir des gens. Mais il y avait aussi cette raison, ouais. Et pourquoi du coup justement s'être, exclu si tu as besoin de voir des gens? Qu'est-ce qui venait de vous le besoin de Je pense qu'il y avait un peu le trop-plein après Paris. Il y avait un peu l'extrême, quoi. C'est, ah, je veux plus de la vie, j'en peux plus des gens, etc. Il y a eu le confinement qui est passé par là, où j'étais à la campagne et où je me sentais hyper bien. Je me disais, ouais, mais en fait, j'ai pas besoin de grand-chose. Moi, être en nature, c'est ce qu'il me faut. Et donc après, je suis allée dans les Pyrénées et voilà. Mais euh, ouais, je pense qu'il faut un entre-deux. Puis j'étais célibataire, sans enfant, donc ça restreint aussi. C'est vrai que puis je montais ma boîte, donc je pouvais pas les. Quand on est salarié, qu'on quitte le domicile et la journée, on va dans son entreprise, on rencontre les collègues, on parle avec les collègues. Moi, c'était pas le cas, donc il y avait un peu trop de facteurs qui faisaient que c'était lourd à porter. parce que du coup là où tu es partie dans les Pyrénées, tu connaissais personne, il n'y avait pas d'autres entrepreneurs, Ouais, à ce moment-là, je connaissais personne. Alors, j'ai fait quelques rencontres, mais c'est vrai que... euh, alors maintenant, ça a vraiment bougé, les Pyrénées. Il y a de plus en plus de choses qui se montent, mais il y a 5 ans, ça restait encore un peu fermé. Et les gens de mon âge, ça faisait déjà des années qu'ils étaient en couple avec ben, les gars du village. Donc, il y a un peu ce truc de... Ils ont besoin de personne d'autre, hein, en fait. Ils ont leur cercle d'amis. Toi, tu débarques. En plus, il y a un peu cette rivalité bordelais, pyrénéen. Les Bordelais, on n'est pas très bien vus. Moi, j'arrive en leur disant, moi, je veux monter ça. Un peu ce côté... je pense qu'ils ont vu aussi un peu ce truc de... Ouais,
elle nous fait chier, entre guillemets, celle-là, elle débarque, elle veut tout révolutionner, et on n'a pas besoin d'elle. Donc il y Mm. a un peu ce truc où il fallait aussi faire vachement attention à son positionnement, à leur dire non, non, mais moi je prends pas votre place, au contraire, je mets même en valeur vos métiers et votre territoire. Mais voilà, il faut faire attention, quoi. Et puis ben, quand j'allais, à ce moment-là, je prenais des cours de yoga dans l'Aude vallée. Je mettais 1 heure pour traverser la vallée, pour aller à mon cours de yoga. En fait, tout prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc voilà, bon. C'est quoi une journée type du coup à ce moment-là? Une journée type à ce moment-là, puis je m'en souviens pas trop. Euh, Alors je sais que j'allais tous les jours soit marcher, soit courir en montagne. Mm. Et j'étais vraiment focus sur la recherche de partenaires et de lieux. Donc je passais un peu mes journées en fait dans les Pyrénées. Enfin là, moi c'était les Hautes-Pyrénées, j'étais à côté de Lourdes et il y a plusieurs vallées. Donc je me focusais par exemple une semaine sur une vallée, une semaine sur une autre vallée. Et j'allais rencontrer les gens. Je passais beaucoup de temps avec les accompagnatrices montagne aussi. On allait faire des randos ensemble, puisque tout ce que je proposais après, c'était testé. Donc, bah, des fois, ça me prenait une journée entière, en fait, d'aller les rencontrer, faire une rando avec elles, échanger sur les possibilités. C'était beaucoup dehors et beaucoup, ouais, sur mon ordi à créer ma charte graphique, mon logo, euh, mon site internet. Ça m'a quand même pris du temps aussi, parce que j'ai tout fait moi-même. Donc voilà, il y avait tout ça. Ouais. Et du coup, tu es resté quoi? C'est 1 an dans les Ouais, Pyrénées? je suis restée 1 an dans les Pyrénées. Mm. Et aujourd'hui, c'est quoi une journée type? Il y a des différences? Aujourd'hui, il y a des différences puisque je suis devenue prof de yoga et que le yoga fait partie de mon quotidien, enfin, en tant que prof en tout cas. Euh, et j'ai pas de journée type, ça change beaucoup en fonction de si j'ai des séjours ou pas, si j'ai des cours. En ce moment, j'ai monté un programme pour accompagner les femmes durant l'hiver, puisqu'en hiver, on a un peu tendance à avoir la flemme de se bouger. Donc c'est un programme que j'ai appelé Bouge ton hiver, où on a 2 séances de yoga en ligne par semaine, donc les mardis matins, les jeudis soirs. Et durant la semaine, on a des activités. Donc là, par exemple, cette semaine, on a mardi soir, on a escalade. Et dans le week-end, on part dans au Pays Basque et on va bivouaquer euh, au Pays Basque, en haut d'une petite montagne, feu de camp. Et c'était aussi pour célébrer la nouvelle année. On devait le faire en début d'année, mais les conditions météo n'étaient pas favorables, donc on l'a décalé. Donc il y a aussi un côté rituel. Voilà, je peux pas tout dire parce que Ouais. c'est Oh, la ouais. surprise pour les filles, mais ouais, un peu ce côté célébrer la nouvelle année différemment, poser ses intentions avec des petits rituels. Et je suis accompagnée de Manon, qui est une photographe avec qui je travaille, pour acter ça. Et toutes les filles vont être prises en photo pour un peu acter ce qu'elles ont envie de déposer pour cette nouvelle année. Ah, trop bien. Donc en fait, aujourd'hui, tu as aussi inclus tes séjours dans des programmes plus complets dans le sens moyen terme. Ouais, exactement. Là, pour cet hiver, j'ai enlevé les séjours et j'ai plutôt fait des petits formats, soirée, après-midi, journée, pour inclure ça de manière ouais, plus récurrente dans le quotidien. Ouais. Et tu as toujours aussi des gros séjours? Alors non, enfin oui et non, j'ai mis en stand-by mes gros séjours, j'ai arrêté en mars l'année dernière, donc ça Ouais. va déjà bientôt faire 1 an, parce que j'avais besoin de faire un peu un step back sur justement mon business. Tu l'as dit au tout début, c'est un business qui est compliqué. Euh, je suis passionnée par ce que je fais, je suis vraiment en amour pour ce que j'ai créé, pour les personnes que je rencontre, mais financièrement, ça reste difficile et en termes d'énergie aussi, puisque je suis présente sur tous les séjours. Et quand à un moment donné, on est ben, pas chez soi pendant quasiment 1 mois, ça devient lourd aussi. Ouais. Donc voilà, donc j'ai fait la décision de faire un peu un- une pause, entre guillemets, euh, pour voir vers où j'allais, vers où j'ai envie de me tourner. Et la réponse, du coup, là, à date, c'est les programmes qui mélangent, du coup, c'est ça, présentiel, visio Exactement, ouais. Et tes clients, tu les trouves où aujourd'hui, du coup? Bouche à oreille, réseaux sociaux, actions locales?
Je dirais les réseaux sociaux, même si maintenant ça un peu moins. Je me suis un peu foutu la paix sur les réseaux sociaux parce que c'est pareil, c'est quand même quel temps passé sur les réseaux sociaux ces dernières années, tous les jours, hein, tous les jours, fou, ça prend aussi beaucoup d'énergie. J'ai de la chance d'avoir des clientes hyper fidèles en fait, d'avoir des clientes et des élèves hyper fidèles. Donc c'est beaucoup de ça, beaucoup de bouche à oreille, c'est vrai. Une cliente qui va en embarquer une autre. Et je fais quelques événements extérieurs, mais très rares. Puis après, des fois, c'est aussi ma propre présence. Par exemple, à titre personnel, je vais à un atelier de yoga parce que je continue de me former et que le yoga, ça reste une passion et j'ai envie que ça reste une passion et pas juste mon métier. Et puis, je rencontre des filles et puis on se suit sur les réseaux. Elles découvrent ce que je fais et puis, de fil en aiguille, elles vont participer et puis voilà. Ok, trop bien. Et c'est quoi ta vision pour les prochaines années? T'as une vision un peu claire ou non? T'as le droit de dire d'être dans le flou. Euh, on va dire que j'ai des visions. Ouais. J'ai des visions. Euh, les projets, c'est pas ce qui me manque chez moi. On va dire ce qui est la difficulté pour moi, c'est de me dire qu'est-ce que je priorise maintenant, vers où je vais maintenant. Ça, c'est plus difficile pour moi. Donc oui, j'ai des visions, j'ai des projets que je suis en train d'essayer de mettre en place là, depuis un an. C'est aussi pour ça que j'ai fait un peu un step back sur les séjours parce que j'ai envie de mettre en place d'autres choses, mais que bah, il faut du temps pour ça. Et quand on est tout le temps la tête dans le guidon et qu'on nous demande avec les séjours d'avoir toujours un an d'avance, il y a aussi ça, hein, c'est que c'était le rythme, il était fou, quoi, hein, parce que j'étais 3-4 jours par semaine en séjour. Le reste du temps, j'avais des cours particuliers, des cours en entreprise, des cours co, plus ben, toute la gestion en amont des séjours, le après, parce que le après, il faut ben, aussi envoyer les questionnaires de satisfaction, envoyer toutes les photos aux filles, enfin faire entre guillemets tout le service client, j'aime pas appeler ça comme ça, mais c'est vrai que c'est ça. Ouais. Et la préparation des prochains, tous les prestataires à gérer, la facturation. Ouah, franchement, il y a eu un moment où je me suis dit, tu n'es pas une warrior, je stop en fait. Ce serait bien à ce moment-là, combien d'heures tu travaillais à peu près par semaine? Qu'on a l'ordre d'idée ou par jour? Beaucoup trop. Déjà sur les séjours, on est sur clairement du 24-24, hein, on va pas se leurrer. Enfin, il y a les quelques heures de sommeil, mais beaucoup trop, beaucoup trop. Et c'est pour ça que je me suis fatiguée, hein. Mm. Ouais. Euh, non, je pourrais pas dire. Je pourrais pas dire, mais les journées étaient très longues. Ok, trop longue. Oui, trop longues, c'est pas viable. On n'est pas des machines, quoi. On Et reste des t'avais humains. du coup des immersions quoi, tous les mois? Oui, oui, plusieurs fois par mois. Ouais, Deux fois ouais, par ouais. mois? Et tu les complétais du coup systématiquement? Ouais. Ouais. L'hiver, j'étais à trois séjours par mois. Ah oui, ok. Ouais, donc Ouais, quasiment toutes les semaines, quoi. ouais, ouais, ouais. Et Euh, qu'est-ce qui explique, pardon, qu'il y en ait plus l'hiver que l'été? Alors que j'ai envie de dire rando, yoga, dans ma tête, t'as plus envie de faire ça l'été que sous la neige ou sous la pluie. Comment t'expliques ça? C'est toi qui préférais les faire, peut-être plus en faire l'hiver, c'est la demande? euh, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui jouent. Déjà, moi j'avais quand même une saisonnalité, malgré ce qu'on pense. Les vacances scolaires, en fait, les lieux, ils réservent à la semaine. Ils préfèrent des réservations à la semaine. Moi, c'est pas un format que je souhaite mettre en place. Donc déjà, les vacances scolaires, j'élimine. Donc juillet, août, on élimine. Quand on a un public de femmes aussi, on a quand même aussi beaucoup de mamans. Donc les vacances scolaires, juillet, août, elles ne sont pas leur propre priorité. Ouais. Déjà, en temps normal, toute l'année, c'est difficile d'être sa propre priorité quand on est maman. C'est un sacré sujet. Donc encore moins en juillet, août. Et ensuite, il y a en effet que l'hiver, j'étais, je pense que je me différenciais énormément. Enfin, je me différenciais énormément. J'adore l'hiver et ce que je proposais était assez osé. J'emmenais des filles faire de la cascade de glace, découvrir l'alpinisme, dormir dans des refuges non gardés avec pas d'électricité, pas d'eau à 2000 mètres d'altitude. Euh, ouais, on voit pas ça en fait. On voit pas ça mêlé à du yoga et entre femmes. Parce que si on tape sur, par exemple, l'UCPA, on est sur des séjours vraiment sportifs où là, la performance, elle prime.
Et je le dis sachant que j'ai participé à des séjours UCPA. C'est pas juste une critique comme ça. C'est le cas et il touche un public de sportifs. Moi, j'ai pas envie de toucher un public de sportifs, j'ai envie de toucher un public de femmes qui n'osent pas oser. Ouais. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, tu touches quasiment toutes les femmes. Donc, je pense que, ouais. Et ce qui était important pour moi, c'était de m'entourer de personnes, de belles personnes, où la bienveillance est prime. Alors, la bienveillance, on l'utilise tout le temps en ce moment, mais c'est vraiment vrai et où les femmes, elles se sentent en sécurité. C'est hyper important. Si tu te sens en sécurité, mais tu peux tout faire dans ta vie. Et Ouais. c'est valable physiquement, mentalement, émotionnellement, enfin tout en fait. Mm. Donc je crois qu'il y avait ça, mes séjours d'hiver, ils fonctionnaient pour ça. Et ils fonctionnent encore. Je parle au passé, mais ça me fait mal quand je parle au passé de ça. Bah, après, c'est pas parce que tu as arrêté à un moment donné que tu peux pas reprendre. Enfin, toi, c'est la vie d'un entrepreneur, Exactement. hein. Exactement. Ouais, ouais, puis c'est pour développer d'autres choses aussi, donc c'est chouette. Mm. Puis voilà, puis après euh, moi j'ai découvert l'apnée à titre personnel. Je me suis dit, waouh, mais c'est incroyable l'apnée. Donc je me suis mise à créer des séjours autour de l'apnée. Et en fait, bah, pareil, je me suis dit, oh là là, mais bon, personne va suivre, etc. En quelques jours, le premier séjour apnée, il était rempli. Enfin, en fait, c'était assez. Je pense que quand on propose des choses avec le cœur, euh, et ben, et ben, ça marche, quoi. Mm. Puis les gens ont besoin de se rencontrer, d'immersion, de présentiel, de tout ça, Ouais, de ouais. parenthèse. Il y en a beaucoup dans ceux qui nous écoutent qui sont un peu en mode ah bah tiens, dès que j'atteins tel niveau de CA, top, je pourrais me reposer, ça ira mieux. Ce que j'aime bien, c'est montrer que cette réflexion, voilà, jusqu'à la fin de sa vie, et que chaque niveau de CA, c'est challenge. C'est quoi, toi, en ce moment, tes challenges? En termes du coup de CA, Non, en termes d'entrepreneur, dans ta vie d'entrepreneur. moi, mon challenge, c'est d'être Maeva et pas juste Audenzia. C'est-à-dire, tu peux expliciter un peu plus. C'est-à-dire que mon business, il a pris tellement de place dans ma vie et notamment parce qu'il est très lié à mes passions. C'est pas juste une passion, mais plusieurs passions. Qu'il y avait plus trop de place dans ma vie pour mes propres projets et voilà, avoir du temps pour faire mes propres activités. Donc moi, ouais, mon challenge numéro un, c'est d'avoir autant de temps dédié à mon business que de temps dédié à Maëva, la femme que je suis, et pas juste l'entrepreneur. Ouais, ok. C'est ce fameux équilibre vie pro, vie perso. Ouais, ouais. Et tout le monde me dit, ah mais t'es tout le temps en montagne, c'est bon, t'as pas besoin. Ben non, parce que quand je suis en montagne avec les femmes, c'est pas pour moi. Et en plus de ça, c'était entre guillemets pas à mon niveau. C'est-à-dire que des fois, c'était des découvertes. Donc, ben moi, je suis dans ma zone de confort à ce moment-là. J'amène des femmes faire des choses que moi, j'ai déjà fait 20 fois, 30 fois, dans lesquelles je suis ultra à l'aise. Sauf que la Maëva, elle a besoin de sortir de sa zone de confort. C'est pour ça que j'amène les femmes sortir de leur zone de confort. C'est parce que je suis comme ça et que j'en ai besoin. Donc, pour ça, j'ai besoin, moi, d'aller bah, taper un cran au-dessus, entre guillemets, ou autrement. Et ça, j'avais pas l'espace et le temps pour le faire. Donc, en même temps, je me nourrissais énormément du côté pro, mais personnellement, j'arrivais plus à me nourrir. Donc, compliqué. Ouais, j'aime souvent faire le parallèle de l'entreprise comme un bébé. Tu sais, c'est comme quand on est marrant. Bien évidemment qu'on aime son bébé. Bien évidemment qu'on pourrait passer toute sa vie avec. Mais on a aussi besoin de nourrir nous, nous, non-maman, Exactement. qui a aussi besoin d'une vie, qui a d'autres besoins. Et je trouve que c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. C'est que notre entreprise devient notre bébé. On l'aime, c'est notre passion, ça se mélange à nous, c'est une partie de nous. Et du coup, c'est voilà, comment réussir à couper. Et ce truc de fais un job qui t'aime et tu ne travailleras plus un jour de ta vie, ça a aussi un mauvais côté, c'est que du coup, tu travailles tout le temps, finalement. Exactement. Même C'est si tu n'as pas exactement ça. l'impression de travailler, le mental est constamment en off, en on. Totalement, totalement. Et moi, je le vois dans mon entourage, les personnes qui ne sont pas entrepreneurs, et je leur en veux absolument pas, ils ne le comprennent pas. Hmm. Ils comprennent pas et des fois, ils font un peu des remarques, des pics. Ouais, de toute façon, t'es work alcoolic. Je suis pas un work alcoolic, c'est pas ça. J'aime ce que je fais. Et puis, il y a aussi, des fois, on va pas se mentir, un peu cette peur de si je m'arrête, Tout s'arrête. ben, tout s'arrête. Hmm. Si je m'arrête,
j'ai, je vends rien, donc j'ai pas de rentrée d'argent. Donc, enfin, il y a un peu ce. Et ça, c'est une vraie réalité quand même, hein, ce truc de. Voilà, tout le monde me dit, ah, mais prends des vacances, c'est bon. Bah oui, mais Ouais. c'est plus facile à dire qu'à faire, quoi, vraiment. Mm. Non, t'as raison. Notamment quand dans cette société où il y a aussi quelque chose, on est dans une société de l'instantané. Les gens, ils n'ont pas la réponse tout de suite à leur message. Moi, combien de fois j'ai été harcelée, quoi. C'est-à-dire, on m'envoie un mail, je réponds pas dans l'immédiat parce que je suis occupée, parce que je suis en cours de yoga, parce que voilà, je suis en séjour. Et ben le soir même, j'avais un message sur Insta. Ou D'accord. si je réponds pas, un appel. Enfin, et t'es là, genre, ok, je l'ai vu ton mail, je vais y répondre. Genre, laisse-moi au moins 24 heures. Enfin, ça reste complètement raisonnable. Mais on est dans ce truc tellement instantané que les gens ne se rendent même plus compte qu'on n'est pas des machines et qu'on a un humain derrière et qu'en plus de ça, on est une personne, quoi. Il n'y a qu'une personne derrière qui gère tout. Mm. Ça- Non, ça c'est vrai. Mais là-dessus, j'avais. Alors, je l'ai pas mis en place. Moi, j'ai pas. Je touche du bois. J'ai pas encore eu le cas de harcèlement parce que je réponds pas assez vite. Mais je crois que c'est Caroline Mignot qui automatiquement, tu lui envoies n'importe quel message sur n'importe quelle plateforme, mail ou autre. Il y a un message automatique qui dit j'ai bien pris en compte votre demande. C'est normal si vous n'avez pas de retour d'ici 48 heures. Qui balance un peu des ressources gratuites pour patienter. Et comme ça, la personne est au courant. Genre, ne me harcèle pas. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie demande d'instantané. Ouais. J'avais fait ça à un moment donné dans mes mails. Dans les mails, j'en pouvais tellement plus. Et puis j'avais aussi beaucoup de mails à gérer que j'avais mis ça en place. Je sais plus le délai que j'avais mis. J'avais mis assez large pour que du coup, de toute façon, je sois, enfin, ok. Ouais. Et ça avait un peu calmé le jeu, c'est vrai. Ouais. Bah, les gens, du coup, ils sont au courant. Ils savent, ah, ok, la réponse elle est sous 48 heures. Bon, je relance dans 48 heures. Ouais, c'est ça. Merci à toi pour toutes ces infos. Je vois le temps qui passe. C'est quoi le conseil que tu aurais aimé connaître, toi, dans tes débuts? Le ou les conseils, si tu as plusieurs choses qui te viennent. Moi, je dirais d'oser demander de l'aide, d'oser s'entourer. On a tendance, quand on se lance, en tout cas, je dis on, en tout cas, moi, j'ai eu tendance à vouloir un peu tout mener de front. Euh, Parce qu'il y a aussi ce côté où des fois, quand on veut se faire accompagner, aider par quelqu'un, bah, il faut payer. Et quand on se lance, on n'a pas forcément les ressources financières. Mais je dirais qu'il y a certaines choses qui valent le coup d'être délégué ou d'être accompagné pour être bien conseillé. Moi, je pense que j'ai manqué un peu de conseils. Et j'ai essuyé pas mal de pots cassés, comme on dit. C'est quoi, du coup, le conseil que tu aurais aimé, justement, où tu dis, oh, celui-là, si je m'étais fait accompagner, ça se serait pas passé comme ça. Tout ce qui est juridique. Ouais, Ouais. juridique, j'aurais vraiment juridique, comptable. Tout ça là. Parce qu'en fait, chacun a son métier, chacun a enfin, ses expertises. Et on trouve plein d'informations sur les réseaux, etc. Mais il y a des choses qui sont vraiment spécifiques à notre activité. Et ouais, moi j'aurais aimé me faire accompagner un peu mieux. Et si c'est pas indiscret, c'est quoi l'erreur juridique ou comptable Ben, tout ce qui touche à la rémunération, moi par exemple j'ai monté une SASU, donc j'étais dirigeante d'une SASU, et donc tout ce qui va toucher à la rémunération, à qu'est-ce qu'on garde dans l'entreprise, qu'est-ce que je peux faire passer sous l'entreprise. En fait, il y avait beaucoup de choses que j'aurais pu faire passer sous l'entreprise que je n'ai pas fait passer sous l'entreprise. Et finalement, après, je me suis retrouvée avec euh, une énorme TVA à payer. Euh, et ouais, j'ai vraiment perdu de l'argent en fait. Alors que si on m'avait juste expliqué les choses, et moi je pensais bien faire, je pensais en fait, au début, je voulais vraiment séparer Maeva et Audenzia. Et donc, je me disais, bah non, ça, je vais pas le faire passer pour l'entreprise quand même. Par exemple, mes déjeuners, les déjeuners quand j'étais sur Bordeaux, enfin voilà, peu importe. Euh, ou, euh, ou les déplacements, quand je me déplaçais pour aller en repérage, etc. Ça va être des trucs, les gens vont se dire, bah oui, bien entendu, c'est évident ce que. Oui, je sais. Mais, ouais, je pense que Toi, je voulais t'aimais bien tellement. payer 2 fois des taxes. Apparemment. Non, mais il y a des choses où je me dis, bah non, quand même, là, c'est limite. Et en fait, non, quoi. Voilà. Je suis curieuse, pourquoi du coup le choix de la SASU si t'avais pas le chômage? Pourquoi le choix de la SASU? Bah justement, un comptable m'avait dit entre SASU et URL, quand tu es un dirigeant de SASU qui ne se verse pas de salaire, du coup, tu peux avoir le RSA. Ah, le RSA marche comme le chômage alors. Ah, ok, Exactement. d'accord. Si je passais en EURL, j'avais pas ces aides-là. Et vu Ouais. qu'au début, j'étais clairement pas en capacité
de me verser un salaire tous les mois, euh, voilà, suffisamment, enfin, Ouais. Je pensais que ça marchait, enfin, que le RSA marchait pas comme le chômage, mais du coup, ouais, ça marche pareil pour les conditions. Top, c'est très clair. Merci à toi. Euh, les épisodes de podcast finissent toujours par une question de coaching qu'on va poser à ceux qui nous écoutent, qui vont pouvoir écouter et méditer en marchant et en musique. C'est quoi, toi, soit la question que tu aimes bien te poser régulièrement et qui t'aide à justement remettre du sens, de l'alignement dans ta vie, soit une question qu'à un moment donné, tu t'es posée dans ta vie et tu t'es dit, waouh, celle-là, mais faut que tout le monde se la pose. est-ce que tu prends encore du plaisir? Et bah, restez bien jusqu'au bout de l'épisode pour avoir cette question à méditer en marchant et en musique. Et Maëva, pour ceux qui veulent te retrouver, t'envoyer des petits mots doux ou peut-être participer à une immersion dans le sud-ouest, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? On peut me retrouver sur Insta, Facebook ou sur mon site internet Audenzia. Trop bien. Je mettrai tous les liens en descriptif de l'épisode. En tout cas, un grand merci à toi, Maëva, de nous avoir partagé tout sans filtre. C'est ultra intéressant et inspirant pour ceux qui se posent plein de questions sur l'entrepreneuriat, sur comment ça marche. Est-ce que tout est rose tout le temps? Non, tout n'est pas rose tout le temps. Et du coup, bah voilà. Merci à toi et je te dis à très vite. Merci à toi, Alexandra. Ciao.